Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors aujourd'hui, on a un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que vous êtes plus de 300 à avoir pris une place pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, on va voir donc le calcul de la retraite franco-américaine. On va essayer de comprendre quelles sont les règles, voir comment la réforme en France impacte les choses. On va voir l'intérêt de la Convention de sécurité sociale et puis on va voir les stratégies patrimoniales de retraite aux États-Unis. Alors, les trois experts d'aujourd'hui sont, le premier sera Philippe Plantady. Il est l'expert indépendant en protection sociale et retraite pour l'expatriation avec la société Nouvelle Vie Retraite. Le deuxième sera Olivier Sureau, qui est le cofondateur de Jade Fiducial, société de comptabilité et fiscalité pour les entreprises et particuliers, essentiellement des Français et des Américains, avec des bureaux basés à Miami, New York et des filiales partout aux États-Unis et même dans d'autres pays. Et enfin, last but not least, Alexandre Quentin, Wealth Management Advisor, partner chez USA France Financial. Il accompagne un peu plus de 1000 familles franco-américaines dans leur gestion patrimoniale. Alexandre fait partie de la liste cette année de Forbes des meilleurs professionnels de la finance. Bravo pour ce titre. Alors, comme d'habitude, si vous ne connaissez pas, c'est simple. Au début, on va faire une petite présentation. Philippe va partager son écran et il va prendre le lead de la conversation. On va vous montrer un maximum d'informations. L'idée, c'est que vous ayez des idées générales et que vous ayez aussi des réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct en bas sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook ou LinkedIn, vous pouvez poser dans les commentaires en question et moi, je poserai à la fin les questions à nos experts. On va aussi essayer de répondre à un maximum de questions par écrit puisque vous êtes beaucoup aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder si on a répondu à votre question par écrit. Ça, ce sera sur Zoom. Voilà. Philippe, je te laisse lancer la présentation. Merci Romain. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Philippe Plantady du cabinet Nouvelle Vie Retraite. Donc, je vais vous parler, moi, des retraites des régimes de sécurité sociale. Je lance mon chronomètre pour pas prendre trop de temps à mes collègues qui vont suivre. Et donc, les retraites françaises et américaines concernant les régimes de sécurité sociale. Alors, pourquoi parler retraite ce soir? La retraite, c'est un marathon, pas un sprint. Les retraites, les revenus des retraites de sécurité sociale françaises et américaines que vous allez percevoir vont présenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. On a une espérance de vie entre 25 et 30 ans à 62 ans. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner des informations, que vous ayez bien conscience qu'il faut anticiper et préparer votre situation pour que vous puissiez vivre au mieux cette période de l'existence d'un point de vue le plus sereinement possible d'un point de vue financier. Les retraites sont des rentes de viagères qui s'éteindront à votre décès. Si vous êtes marié et que vous laissez un conjoint à votre décès, il ou elle pourra percevoir une partie des droits que vous avez acquis. Et enfin, sous certaines conditions, vous pourrez bénéficier d'une assurance maladie en France tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis. On va parler des retraites françaises, la retraite américaine, de l'expatriation. Concernant les retraites françaises, vous avez sur cette diapositive une pyramide qui présente le schéma du système de protection retraite en France, avec à la base un système de retraite de base où pour chaque catégorie socio-professionnelle, nous avons un système de retraite de base. Il y a 42 régimes de retraite en France. Donc vous en avez un pour les salariés, un pour les fonctionnaires, les artisans, les commerçants, 42 régimes, un régime de base, et pour ces 42 régimes, une retraite complémentaire, un régime en point. Quand vous faites valoir vos droits à la retraite, vous avez au minimum affaire à deux interlocuteurs, un pour la base, un pour la complémentaire, parce que tout n'est pas centralisé, et donc à ce titre, vous devez démultiplier le nombre d'intervenants. Si vous avez été salarié et profession libérale, vous aurez affaire à trois interlocuteurs. Si vous avez été pion pendant vos études, vous aurez en plus l'IRCONTEC pour votre complémentaire. Donc vous démultipliez, tout n'est pas centralisé. Je vous incite à faire
une première chose, c'est à vous créer un espace personnel sur le site de l'assurance-retraite.fr, donc www.l'assurance-retraite.fr, avec votre numéro de sécurité sociale. Vous allez pouvoir avoir accès à votre espace personnel et avoir connaissance des droits qui sont enregistrés pour toutes vos périodes d'activité en France. Donc, deux régimes de retraite de protection en France. Un régime de base où on valide les trimestres. Quand le gouvernement réforme les régimes de retraite, il réforme les régimes de base. Et donc, c'est la réforme 2023. Il a allongé, décalé l'âge de départ en retraite entre 62 et 64 ans pour toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961. On a une possibilité de partir avant l'âge de 62 ou 64 ans dans le cadre des carrières longues, donc à partir de 58 ou de 60 ans. Et en tout état de cause, à 67 ans, vous bénéficiez d'un âge de taux plein garanti où on ne se préoccupe pas du tout de votre carrière, on vous verse les droits que vous avez acquis sans minoration. Avant cet âge du taux plein garanti, vous avez la possibilité de percevoir vos droits français à taux plein si vous remplissez une condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance. Les régimes de retraite sont des régimes en points. Pour chaque retraite complémentaire, vous avez acquis des points par le paiement de vos cotisations et donc il faut effectivement démultiplier le nombre d'intervenants en fonction des statuts que vous avez pu avoir en France. Le nombre de trimestres que vous devez justifier dépend de votre année de naissance, entre 166 et 172 trimestres. Donc, toutes les personnes qui sont nées à partir de 1968 vont devoir justifier de 172 trimestres et devront atteindre, toutes les personnes à partir de 1965, pardon, devront justifier de 172 trimestres. Toutes celles qui sont nées avant 1965 devront justifier entre 166 et 172 trimestres. Le calcul des pensions, exclusivement basé sur les revenus d'activité que vous avez pu avoir en France. Pour le régime de base, on va définir un salaire annuel moyen calculé sur les revenus que vous avez eus quand vous étiez en activité en France. Donc, on extrait les 25 meilleures années. Si vous n'avez pas 25 ans, on prend toutes les années que vous avez cotisées en France, on les revalorise en euros 2023 et on obtient un salaire annuel moyen avec une valeur 2023. Ensuite, on va définir le taux de liquidation de votre pension. Pour définir ce taux de liquidation, on va regarder si vous remplissez la condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance. Si vous la remplissez, vous aurez un taux de 50%, qui est le taux maximum. Si vous manquez des trimestres, vous aurez un taux entre 42 et 50%. Et ensuite, on proratise en fonction du nombre de trimestres validés par vos activités en France, durée d'assurance cotisée en France, divisé par la durée d'assurance exigée en fonction de votre année de naissance. Le montant maximum d'une retraite du régime de base des salariés en France est de 1 516 euros net par mois pour une personne qui a travaillé toute sa carrière en France et qui a cotisé les 25 dernières années au plafond. Pour les complémentaires, pour chaque retraite complémentaire, on va totaliser le nombre de points que vous avez acquis, multiplié par une valeur de service, et vous aurez le montant de votre retraite brute annuelle à taux plein. Ensuite, on applique un coefficient. Si vous avez un taux minoré dans la base parce que vous ne remplissez pas la condition de durée d'activité, vous aurez un coefficient de minoration également dans la retraite complémentaire. Donc, votre intérêt, c'est effectivement de bien préparer votre situation, de consolider votre dossier, de consolider votre carrière pour savoir quand déclencher. Parce que si vous avez une minoration, elle s'appliquera à la fois sur vos régimes de base et vos régimes complémentaires. Et si vous avez un taux plein, idem, à la fois sur vos régimes de base et vos régimes complémentaires. Sur cette diapositive, vous avez les âges de départ en retraite avec l'application de la réforme 2023. Donc, on voit que toutes les personnes nées avant septembre 61 partent à 62 ans. Toutes celles qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 voient leur âge décalé progressivement entre 62 ans et 3 mois et 64 ans. Vous avez sur la colonne en orange le nombre de trimestres que vous devez justifier pour avoir vos retraites à taux plein à partir de l'âge de 62 ou de 64 ans ou avant l'âge de 67 ans, qui, je rappelle, à 67 ans est l'âge du taux plein garanti, donc la condition de trimestre n'est plus à remplir. La retraite américaine. Le système de la retraite américaine est consolidé à peu près de la même manière qu'en France, à savoir qu'on a un régime par répartition qui est le régime de la Social Security Administration, où tous les salariés ou bon nombre d'indépendants cotisent en fonction des revenus qu'ils ont.
Pour les indépendants, c'est pas toujours obligatoire. Donc effectivement, vous n'êtes pas, certains d'entre vous peut-être qui sont indépendants ne cotisent pas à la Social Security. Si vous cotisez pas à la Social Security parce que vous avez fait ce choix en tant qu'indépendant, vous n'aurez pas de trimestre de reconnu avec la convention de sécurité sociale. Donc ça, ça vous pénalise également pour les droits que vous avez pu acquérir en France. Pas de retraite complémentaire obligatoire aux États-Unis, mais des systèmes par capitalisation, 401k, 403b, voire des IRA ou tout autre type de mécanismes d'épargne retraite qui seront développés par Alexandre un peu plus tard. L'âge du taux plein aux États-Unis, le full retirement age, est à 67 ans. On passe progressivement pour toutes les générations entre 1957 et 1960, entre 66 ans et 6 mois et 67 ans pour le full retirement age. On peut anticiper la perception de la retraite américaine à partir de 62 ans avec une application d'une décote. À titre d'exemple, une décote de 4 ans d'anticipation, donc à 63 ans, vous avez 25% de minoration sur les droits que vous auriez pu percevoir à 67 ans. Vous pouvez également décaler votre départ en retraite entre 67 et 70 ans, et dans ce cas-là, vous avez 8% de bonification, de surcote au prorata du nombre de mois. Pour bénéficier d'une retraite de la Social Security américaine, il faut justifier de 40 trimestres, 40 crédits, ce qui correspond à 10 années d'activité, mais ces 40 crédits sont consolidés. Si vous n'avez pas atteint les 40 crédits d'activité aux États-Unis, on va les consolider avec votre carrière en France. Donc, si en additionnant les trimestres américains plus les 10 trimestres français, vous êtes à 40 ou au-delà, vous percevrez quand même une retraite américaine calculée sur le nombre d'années que vous avez aux États-Unis, mais vous ne la perdrez pas. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la convention et vous ne percevrez pas de pension de la Social Security Administration. Pareil en France, vous cotisez sur une assiette maximum de 160 200 $ en 2023. Le montant de la retraite maximum à percevoir pour une personne qui a cotisé toute sa carrière aux États-Unis et les 35 dernières années à l'assiette maximum est de 43 524 $ par an en 2023. Aux États-Unis, dans le règlement de la Social Security Administration, il existe un mécanisme qui vise à diminuer le montant de votre retraite américaine parce que vous percevez une pension d'un autre pays ou d'un autre régime. Deux options pour éviter ce mécanisme qui s'appelle le Windfall Elimination Provision, le WEP. Et donc, pour éviter ce WEP, vous devez justifier de 30 années de substantial earning dans le régime de la Social Security Administration. Donc, si c'est le cas, vous n'aurez pas l'application de ce WEP. La deuxième option pour échapper à l'application du WEP, c'est de demander vos retraites françaises et américaines, ou l'une ou l'autre, en application de la consolidation grâce à la Convention de sécurité sociale franco-américaine. Et dans ce cas, si on vous a ouvert un droit parce qu'on a consolidé votre carrière avec l'application de la Convention, vous n'aurez pas l'application du WEP lorsque vous demanderez votre retraite américaine. Donc là, la Convention vous offre, vous permet d'optimiser effectivement vos droits côté français, mais également côté américain. L'expatriation, quand on est expatrié, on a effectivement une complication dans la mesure où on a une carrière qui est sur 2 pays si vous avez travaillé en France et aux États-Unis, voire d'autres pays si vous avez travaillé dans d'autres pays. Donc, pour calculer votre durée de carrière nécessaire à l'ouverture de votre retraite à taux plein en France, on va prendre tous les trimestres que vous avez acquis par vos activités en France. Si vous avez été en détachement, ça va être pris en compte. Si vous avez cotisé volontairement à la Caisse des Français de l'étranger ou dans un autre régime, vous aurez également pris en compte les périodes d'activité et de cotisation volontaire. Et enfin, si vous avez travaillé dans un pays qui a signé une convention de sécurité sociale avec la France, les périodes d'activité dans ce pays pourront être pris en compte également. Alors attention, la France a signé une quarantaine de conventions et on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions. Donc sur cette diapositive, on a 4 cas. 4 personnes nées en 68 qui doivent justifier de 172 trimestres. Le premier, Claude, a fait 100 trimestres en France, 72 trimestres aux États-Unis. On a bien une convention entre les deux pays, France et États-Unis. Donc, on va totaliser 100 plus 72. Ça fait bien les 172 trimestres et il perçoit ses retraites françaises à taux plein. Le deuxième cas de Anne, qui a fait 100 trimestres en France, 66 aux États-Unis, 6 en Suisse.
On a une convention entre la France et les États-Unis, mais également entre la France et la Suisse. Mais on ne peut pas se prévaloir de deux conventions. Donc, on va neutraliser la période suisse et donc Anne aura une minoration sur ses retraites calculée sur ses 6 trimestres. Si Michel, qui lui a travaillé en France, aux États-Unis et au Brésil, on a une situation exceptionnelle dans la mesure où le Brésil est une convention tripartite qui permet la prise en compte d'un État tiers. Donc, dans ce cas-là, de manière exceptionnelle, mais c'est également valable pour le Canada, sauf pour les périodes au Québec, on pourra effectivement prendre France, États-Unis, Brésil ou France, États-Unis, Canada, excepté Québec, je précise. Et enfin, il y a bon nombre de pays qui n'ont pas signé de convention, comme la Chine, donc les périodes sont neutralisées. Donc si votre carrière vous amène à travailler dans un autre pays que les États-Unis, regardez bien si vous avez affaire à un pays avec ou sans convention et analysez l'intérêt d'une cotisation volontaire, parce que si vous cotisez volontairement en Chine ou en Suisse, les trimestres seront validés en France et vous aurez un taux plein en France. L'application de la convention franco-américaine, elle vous permet la totalisation de la durée de cotisation pour atteindre les 40 crédits aux États-Unis. Premier avantage. Deuxième avantage, la totalisation des durées de cotisation pour atteindre le taux plein avant l'âge de 67 ans pour la France. Et troisième avantage, elle vous protège du risque d'application du web lorsque vous appliquez dans le cadre de la convention. Donc, vous avez vraiment intérêt à bénéficier de cette application pour optimiser vos revenus au moment de la retraite. Donc, les principales questions que nous posent les expatriés quand on les rencontre, est-ce qu'on a intérêt à cotiser volontairement? Est-ce qu'on a intérêt à racheter des trimestres? Quels sont les trimestres qui vont rentrer dans le calcul de mes retraites? Alors, pour le rachat et pour la cotisation volontaire, il faut effectivement voir comment se dessine votre parcours professionnel et les scénarios futurs que vous envisagez pour votre fin de carrière d'activité. Pour les trimestres qui seront pris en compte dans le calcul de vos retraites françaises seront calculées exclusivement sur les revenus et les trimestres français, et les trimestres américains, idem, vos revenus américains et vos périodes d'activité aux États-Unis. La date optimale de liquidation de vos droits, l'âge de perception et le montant de vos pensions dépendent effectivement de votre parcours, à quel âge vous avez commencé à travailler, est-ce que vous pouvez bénéficier d'une carrière longue, est-ce que vous pouvez partir à taux plein ou à taux minoré. Des fois, c'est plus intéressant de partir à taux minoré, mais d'anticiper la perception de 3 ou 4 années de pension. Donc, c'est vraiment des calculs financiers à faire. Est-ce que vous pourrez toucher vos retraites si vous résidez à l'étranger? Bien évidemment, les retraites françaises et américaines vous seront versées, quel que soit votre lieu de résidence au moment de la retraite. Donc, les options d'optimisation, pensez à l'adhésion à la CFE vieillesse. Ça peut être quelque chose qui vous permet d'échapper à une règle de non-cumul, de cotiser dans un pays qui n'a pas d'accord de sécurité sociale, voire de protéger votre conjoint si celui-ci ou celle-ci ne travaille pas et que vous avez des enfants de moins de 4 ans. Pour faire valoir votre retraite française depuis les États-Unis, n'oubliez pas que vous devez initier votre demande de rachat, de demande de retraite depuis les États-Unis auprès de la Social Security. C'est le point d'entrée pour que la convention soit correctement appliquée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit évaluer l'intérêt d'un cumul emploi-retraite, l'intérêt d'un rachat de trimestre. Le rachat de trimestre est un mécanisme onéreux, on peut racheter que 12 trimestres, donc c'est pas quelque chose non plus d'extensible. Et compte tenu du prix d'un rachat, il y a un calcul de rentabilité à faire, même si quand vous rachetez des trimestres dans le régime de base, vous pouvez obtenir un taux plein dans la base et dans la complémentaire, mais il y a quand même un calcul de rentabilité à faire. Les retraites ne sont pas obligatoirement à percevoir en même temps. Vous pouvez dissocier la perception, percevoir les retraites françaises, mettons à partir de 62 ans, et demander votre retraite américaine à 67 ans, et dans l'intervalle, percevoir vos retraites plus votre revenu d'activité. Le cabinet Nouvelle Vie Retraite donc, est un cabinet indépendant pour lequel nous assistons nos clients qui sont principalement des personnes qui vivent à l'étranger. On les assiste à deux moments dans la vie de leur dossier, de leur carrière. Un, pour leur éditer un bilan retraite qui va leur donner de la perspective et de leur permettre de leur donner de la visibilité sur leurs droits à retraite à acquérir en fonction de différents scénarios. Le deuxième moment où on les rencontre, où on les assiste, c'est pour prendre en charge l'ensemble des démarches pour percevoir les retraites françaises et américaines
depuis leur lieu de résidence, que ce soit depuis la France, depuis les États-Unis ou d'autres pays. Nous existons depuis 1986. L'ensemble des actionnaires de l'entreprise sont salariés de l'entreprise, travaillent dans l'entreprise. Donc, notre seul métier, c'est les régimes de sécurité sociale. Nous ne vendons pas de produits financiers et donc nous n'en faisons pas non plus la promotion. Ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas gestionnaires de patrimoine. Nous fonctionnons sur la base d'honoraires qui sont des honoraires forfaitaires calculés en fonction de la typologie, de la complexité, du temps de travail que l'on va passer, soit sur l'établissement d'un bilan retraite, soit sur la prise en charge des démarches pour demander les retraites. Depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 9001 et cette certification nous a été constamment renouvelée. Donc, si vous souhaitez qu'on discute de votre situation, vous avez sur cette diapositive mes coordonnées avec mon adresse email, mon téléphone qui est une ligne filaire mais qui est renvoyée systématiquement sur mon cellulaire. Si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre après la présentation d'Alexandre. Donc, je répondrai déjà à un volume de questions qui seront très certainement des questions d'intérêt général que Romain nous lira tout à l'heure. Si vous voulez qu'on rentre plus dans les détails de votre situation individuelle et personnelle, faites-moi un email. On conviendra d'un rendez-vous par Zoom ou par téléphone et je prendrai le temps de répondre à vos questions. Ça sera un rendez-vous gratuit et sans engagement. Je vais laisser la place à Olivier qui va vous parler donc de la fiscalité et je vous retrouve à la fin de la présentation d'Alexandre pour les séances de questions-réponses. Merci Philippe. Alors juste si tu peux enlever l'écran, je vais partager l'écran. Merci. Hop. Bonjour à tous. Alors, je vais vous mettre pour ma part, voilà mon petit slide. Donc moi, je vais vous parler de la fiscalité des retraites françaises et américaines en fonction de l'endroit où vous allez vous situer quand vous allez prendre votre retraite. Quelle va être la fiscalité qui va être applicable aux États-Unis et en France selon la convention fiscale. Donc je vais vous parler de ça dans un délai imparti puisque le but ce sera de répondre, garder le maximum de temps pour répondre à vos questions tout à l'heure. Donc je suis expert comptable français diplômé et également CPA aux États-Unis. Bien évidemment, hein, les lois qui sont applicables aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est en fonction des lois de la fiscalité qui est applicable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se focus surtout, se concentrer sur la fiscalité conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, là, notamment les conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. Donc vous savez que les conventions fiscales vont au-delà des lois internes. Parce qu'une loi interne définit quelque chose, que la convention fiscale va s'y appliquer. C'est-à-dire qu'en général, quand une convention est appliquée entre deux pays, cette convention va aller au-delà des lois internes. Donc, on a eu des conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. On en a eu 3, même 4. La première qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est celle dont je vais vous parler maintenant et qui va concerner notamment la fiscalité des retraites. La seconde concerne les successions et les donations, qui a été elle aussi amendée à plusieurs reprises et c'est une très très bonne convention sur les successions et donations quand on a du patrimoine à la fois en France et à la fois aux États-Unis. Et enfin, l'accord de sécurité sociale, c'est celle qui rédige en fait la définition des trimestres au niveau des retraites. C'est ce dont vient de vous parler Philippe. Hein, c'est ce qu'on appelle ici le Totalization Agreement. Enfin, on a l'accord FATCA. Alors, l'accord FATCA, c'est le dernier accord qui a été conclu entre la France et les États-Unis qui régit l'obligation des banques françaises envers l'administration fiscale américaine. Et je vous en parlerai après parce que ça a une incidence notamment au niveau de la définition des retraites. Donc, quand on parle de retraite française et américaine, il faut savoir que du côté français, on va vous parler des régimes de base de la sécurité sociale, dont a parlé aujourd'hui Philippe, mais également les régimes complémentaires, notamment à caractère obligatoire. Et enfin, du côté américain, on va vous parler de la Social Security, comme vient d'évoquer Philippe, mais également de tous les produits complémentaires, ce qu'on appelle les retraites dites de capitalisation, 401k, IRA, Defined Benefit Plan, etc., SEP également. Alors attention, première chose, premier amalgame qu'on a tendance à faire souvent, quand on parle de retraite, on a souvent tendance à confondre retraite et placement. Faites attention notamment dans deux types de produits qu'on a, souvent, c'est une assurance vie française. On a souvent la tendance à la confondre avec un placement de retraite, alors que ce n'est pas du tout un placement de retraite. Faites attention d'un point de vue fiscal américain. Pour le fisc américain, les assurances vie françaises sont des outils de placement financier. Donc, ils vont être considérés comme ce qu'on appelle des brokerage accounts d'un point de vue de la fiscalité américaine. Ça veut dire que tout revenu dégagé chaque année dans les assurances vie, par exemple, vous avez votre argent dans un fonds euro, les intérêts, si vous êtes résident fisco-américain,
de ce fait d'être taxable sur vos revenus mondiaux, il va falloir déclarer ces revenus d'assurance vie française. Même si ces revenus sont défiscalisés en France, c'est une loi française. Même si ces revenus sont réinvestis, c'est ce qui est souvent le cas par exemple dans les fonds euros, ça doit être taxé aux États-Unis. De la même façon, ce qu'on appelle la compliance. Il faut déclarer dans les formulaires, ce qu'on appelle formulaire FBAR, FATCA, et parfois même PIFIC, ces assurances vie françaises. Hein, ce sont comme des comptes en banque, hein, par exemple le FBAR, dès lors qu'on a des comptes placés dans des institutions financières à l'étranger et que la somme de ces comptes en la balance maximale dépasse 10 000 $, il faut déclarer chacun de ces comptes. Les assurances vie françaises en font partie. Attention aux pénalités quand on ne le fait pas. La pénalité appliquée par l'administration fiscale américaine, c'est la pénalité sur le montant qui n'a pas été déclaré. D'accord? Je ne parle pas de revenus, je parle du montant. J'ai une assurance vie française de 100 000 €, je ne l'ai pas déclaré, pénalité potentielle 50 000 €. Idem pour les plans d'épargne d'entreprise. Ce sont des plans d'épargne d'entreprise. Ils sont certes défiscalisés en France. Pour le fisc américain, ce ne sont pas des plans de retraite. Ne pas confondre PE et PER. Hein, PER, c'est des plans d'épargne de retraite. PE, ce sont des plans d'épargne d'entreprise. Il faut déclarer aux États-Unis lorsqu'on est résident fiscaux américain et dont il faut taxer sur les revenus, même s'ils ne font pas l'objet de fiscalité en France. Ce sont des lois internes au niveau de la fiscalité française. Donc faites attention à ne pas confondre placement et retraite. Donc, quand on parle de fiscalité des retraites, il faut se référer à l'article 18 de la convention fiscale qui a été signée entre la France et les États-Unis. Et cette convention, elle est assez claire et limpide. Elle dit la chose suivante dans l'article 1. Les produits de retraite sont taxables uniquement et exclusivement, je dirais pourquoi c'est important ce mot, dans le lieu de cotisation. J'ai cotisé en France, même si au moment de la retraite, je suis aux États-Unis, je serai taxable uniquement et exclusivement en France. Et je vous montrerai un exemple qui montre son importance tout à l'heure quand on va parler de la taxation. Il y a d'autres avantages fiscaux dans le cadre de cet article 18 de la Convention fiscale. Notamment, il y a un article, l'article 18, le paragraphe 2, qui permet à certaines personnes, dès lors qu'ils n'ont pas encore la carte verte, et qu'ils continuent à cotiser un système de retraite français, c'est-à-dire qu'ils continuent à cotiser à la même caisse de retraite en France qu'ils cotisaient quand ils arrivent aux États-Unis, c'est-à-dire que vous êtes, comme le disait Philippe tout à l'heure, détaché, par exemple, vous continuez à cotiser un système de retraite en France. Ces cotisations retraite, dans le cadre de la convention fiscale, sont déductibles de vos revenus aux États-Unis comme un plan de type 401k, dans des mêmes limites qu'un plan de type 401k. De la même façon, tous les abondements, ce que votre employeur va mettre en France dedans, ne seront pas taxables. Attention, quand on devient carte verte aux États-Unis, cet avantage conventionnel, cet article 18, paragraphe 2, ne s'applique plus. Donc, à partir de là, je serai taxable sur tout ce que mon employeur va payer, et je ne pourrai pas déduire ces cotisations en retraite. Hein. Donc, bien comprendre ce mécanisme-là. Maintenant, on va se positionner dans différents cas de figure. Premier cas de figure, au moment de votre retraite, vous êtes résident fisco-américain ou alors citoyen américain. Alors, vous savez que lorsqu'on est citoyen américain, on a un principe qui s'appelle le principe de saving clause, qui dit qu'un citoyen américain est taxable, peu importe où il habite dans le monde, est taxable sur ses revenus mondiaux, est imposable sur ses revenus mondiaux aux États-Unis. Il habite en Suisse, aux Bahamas, ailleurs, peu importe, s'il a le passeport américain, il sera toujours assujetti, considéré comme étant un résident fiscal américain. De la même façon, si vous habitez aux États-Unis au moment de votre retraite, vous serez donc résident fisco-américain. Donc, les produits de retraite françaises, important, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, article 18, paragraphe 1, taxable dans le lieu de cotisation uniquement et exclusivement. C'est très important le côté exclusif. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de l'impôt fédéral américain, vous n'aurez pas de taxation. J'insiste bien, pas de taxation. C'est-à-dire que même si vous aviez, je vous donnerai un exemple après, payé un taux d'impôt en France inférieur à ce qui est votre taux d'impôt des États-Unis, l'administration américaine vous dira, grâce à la convention fiscale américaine, vous n'avez pas de taxation aux États-Unis. Et je vais vous donner un exemple après pour que vous compreniez bien. Donc, on aura une taxation uniquement en France en tant que non-résident. Et ça se fera à deux volets. Premier volet, on sera assujetti à ce qu'on appelle les cotisations d'assurance sociale, qui sont en général à peu près 3,2% du montant des retraites qu'on touche en tant que non-résident. Et après, on aura le volet fiscal, la taxation à l'impôt sur le revenu. Et comme on est non-résident au moment de prendre sa retraite, hein, si vous habitez aux États-Unis, vous êtes non-résident fiscaux français, pour s'assurer qu'on va payer son impôt, la France a pratiqué une retenue à la source. Et en fonction du montant de la retraite qu'on touche, cette retenue à la source sera soit libératoire, ça veut dire qu'on n'aura pas d'impôt complémentaire à payer en France, soit elle sera juste considérée comme un acompte. Et donc, dans la partie gauche du tableau que vous voyez, on a les retenues à la source
les retenues à source qui sont applicables. Alors, en France, jusqu'à 46 000 euros, cette retenue à source est libératoire. C'est-à-dire que je ne paierai pas d'autres impôts en France. Donc, jusqu'à 16 000 euros de retraite touchée en France, hein, retraite cumulée en France, retraite française, je vais payer 0% d'impôt. De 16 000 à 46 000, 12%. Et au-delà de 46 000, je paye 20%. Sauf que la partie qui va dépasser 46 000 euros en France ne sera plus considérée comme libératoire, c'est-à-dire que cette fraction supérieure, je vais devoir la déclarer dans ma déclaration de non-résident en France, et elle se rajoutera à mes autres revenus qui restent taxables en France. Par exemple, quand on est non-résident, on est taxé sur ses revenus fonciers, immobiliers en France. Et là, on appliquera la tranche d'imposition qui est à droite de l'écran. Si le cumul de ces sommes-là ne dépasse pas 20%, 28 000 euros, on sera à 20% maximum, donc pas de problème. J'ai déjà payé 20%, donc je n'ai pas d'impôt complémentaire. En revanche, si je suis au-dessus de 28 000 euros, ce sera 30%. Donc potentiellement, le fisc français me demandera 10% supplémentaire. Mais souvent, quand on a des retraites, pour être au-dessus de 46 000 euros, c'est-à-dire qu'on a une bonne retraite en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je suis résident fiscal américain. Par exemple, j'habite dans un État où il n'y a pas d'impôt d'État, parce qu'attention, on parlera après la fiscalité de l'impôt des États, mais j'habite dans un pays où il n'y a pas d'impôt d'État, la Floride. Je touche une retraite française qui est à peu près de, on va dire, allez, 40 000 euros. Donc, en moyenne, en appliquant les taux d'imposition, je vais payer 8% d'impôt, puisque jusqu'à 16 000 euros, je vais payer 0%, et de 16 000 à 40 000, je vais payer 12%. Aux États-Unis, si je n'avais pas de convention fiscale, ces 40 000 euros, il faudrait que je les rajoute à mes autres revenus. Et si mon taux moyen d'impôt, par exemple, aux États-Unis, mon taux marginal, plutôt, était, par exemple, de 25%, le fisc américain dirait, vous avez payé 8% d'impôt en France, votre taux d'imposition ici marginal est de 25%, payez-moi le différentiel. Grâce à la convention fiscale, il n'y a pas de taxation aux États-Unis et ça ne vient pas dans le calcul de sa tranche d'imposition également. Ça veut dire que je paye 8%, c'est tout. Là, c'est un réel avantage fiscal qu'on a grâce à la convention fiscale. Les retraites ne sont pas taxables au niveau fédéral. Alors attention, je dis bien au niveau fédéral parce que les États, certains États, à peu près la moitié des États aux États-Unis, ne reconnaissent pas les conventions fiscales. Ça veut dire que je ne vais pas être taxé au niveau fédéral, par exemple si j'habite en Californie, mais au niveau de l'État de Californie, il va falloir que je déclare ces 40 000 euros de retraite dans ma déclaration de Californie et payer un impôt d'État au niveau de la Californie. Donc faites attention à cela. Maintenant, j'habite toujours, on va dire, en Floride. Je touche des retraites américaines, donc je suis résident fiscaux américain. Taxation dans le lieu de cotisation, retraite américaine, je suis taxable qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. La France n'a rien à voir parce que de toute façon, je suis non résident français. Donc, j'ai pas du tout à faire mention de ces retraites américaines parce que je ne suis pas résident fiscal français. Et en plus, de toute façon, c'est taxé dans mon lieu de cotisation, en l'occurrence, aux États-Unis. Et soyez toujours attentifs également aux avantages fiscaux que vous donne un certain nombre de placements de retraite. Alexandre va vous en parler tout à l'heure. Mais lorsqu'on est aux États-Unis, il y a un certain nombre d'avantages fiscaux qu'on a quand on cotise, notamment au système de retraite par capitalisation. Les 401k, les SEP, les IRA, que ce soit traditional ou Roth, ça nous donne le droit à un certain nombre de déductions fiscaux. Et en plus de cela, parfois, l'employeur abonde à ce que l'on met. Et ce sont des avantages fiscaux, c'est en plus notre argent, c'est-à-dire que c'est des retraites par capitalisation. Donc, même si vous restez 2 ans, 3 ans, c'est toujours intéressant d'investir dans ce type de placement. Parce que, un, c'est un avantage fiscal, mais deux, même si demain vous rentrez en France au bout de 2 3 ans, c'est votre argent, c'est à vous. Donc, c'est toujours intéressant de se dire, il faut les regarder parce que bien souvent, en plus, parfois, on se dit, oh, je verrai plus tard, de toute façon, je suis là pour 2 3 ans, et on est tous passés par là, parfois au bout de 20 ans, on est encore là. On habite aux États-Unis, on a fait sa vie aux États-Unis. Donc, bien comprendre cela. Deuxième cas de figure, vous êtes maintenant résident fiscaux français au moment de votre retraite. Vous habitez en France, vous vivez en France, et là, vous n'avez pas de passeport américain. Donc, vous n'êtes pas considéré comme étant résident fiscaux américain. Donc, taxation des retraites. Retraite française taxée dans le lieu de cotisation. Donc, quoi qu'il arrive, je suis résident français de toute façon, mes retraites vont être taxées en France. À la différence de tout à l'heure, quand j'étais non-résident, ces produits de retraite vont se rajouter à tous mes autres revenus. Donc, selon les tranches d'imposition françaises que vous avez à gauche de l'écran, donc jusqu'à 177 000 euros, vous serez taxable. Vous serez taxable à des paliers progressifs, ça se rajoutera à tous vos autres revenus. Vous aurez également ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, puisque comme vous avez le droit à la couverture médicale, vous allez payer ce qu'on appelle la CSG-CRDS, qui en moyenne est de 9% sur les retraites. Ça, c'est du côté français. Et pour les retraites américaines, je vous ai dit tout à l'heure, taxables dans le lieu de cotisation. Donc, les produits de retraite américains seront exonérés d'impôts en France, parce qu'ils seront taxables aux États-Unis, article 18 de la Convention fiscale. En revanche, la petite astuce qu'on a, malheureusement du côté français, c'est qu'en France, en droit interne,
même lorsqu'on a un avantage fiscal lié par une convention fiscale qui dit qu'on est exonéré d'impôts sur des retraites dans le cadre d'une convention fiscale, il faut intégrer ces retraites pour calculer son taux d'imposition qui va s'appliquer sur les autres revenus qui vont être taxables en France. Je vous donne un exemple. Au moment de ma retraite, j'ai une retraite américaine de 100 000 euros, une retraite française de 100 000 euros. Pour savoir quel est mon taux d'imposition sur mes 100 000 euros de retraite française, je vais rajouter mes 100 000 euros de retraite américaine, donc ça fera 200 000 euros, et on va appliquer le taux effectif applicable sur 200 000 euros. Donc, par exemple, admettons qu'à la fin, j'ai un taux applicable de 30%, et ben, je vais payer un impôt sur mes 100 000 euros de retraite française sur 30% d'impôt. Alors que si je mettais que mes 100 000 euros, peut-être que j'aurais 20% d'impôt. Mais là, il y aura une friction fiscale, un frottement fiscal, le fait de devoir inclure les retraites américaines pour calculer le taux effectif qui va s'appliquer sur les revenus taxables en France. En revanche, j'insiste bien, je ne paierai pas d'impôt en France sur mes retraites américaines. J'aurai un frottement fiscal. Du côté américain, je vais être considéré comme non-résident fiscal aux États-Unis. Il va falloir distinguer la Social Security, qui, elle, va faire l'objet d'un prélèvement à source de 30%, qui, lui, est libératoire. Donc, ça sera 30% sur 85% de la Social Security qu'on va toucher. Et au niveau des autres produits de placement en retraite, par exemple la 401k, ils vont faire l'objet d'une retenue à source de 30%, d'un prélèvement à la source, parce que je suis non-résident, là aussi, hein, il faut que le fisc américain soit garanti que je vais payer mon impôt, parce que je suis non-résident. Par contre, en fin d'année, je vais déposer une déclaration de non-résident aux États-Unis, je vais calculer mon taux applicable d'impôt, et si mon taux effectif à la fin est de 20%, bah, je me ferai rembourser du différentiel entre 20 et 30, un peu comme on le fait quand on déclare son W2 aux États-Unis. Attention à un certain nombre de cas particuliers lorsqu'on parle des retraites. La notion d'expatrié et de cover d'expatrié, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous dire au moment de prendre votre retraite, moi, je ne veux plus m'enquiquiner à faire ma déclaration fiscale aux États-Unis, je ne veux pas avoir mon passeport américain ou garder ma carte verte. Je vis en France, je reste en France, je veux rendre mon passeport américain, ma carte verte. Faites attention parce qu'il y a une notion d'exit tax qui existe aux États-Unis, notamment quand on a un patrimoine qui dépasse 2 millions de dollars, on doit payer une exit tax. Et quand on calcule ce patrimoine de 2 millions, c'est-à-dire un net worth, on y inclut les retraites. Donc, quand certains d'entre vous, vous êtes proche de votre retraite, on pourrait se dire, pour un couple, ça fait 4 millions, on pourrait se dire, je suis loin. Là, quand on rajoute la maison en France, la maison aux États-Unis, parce que c'est le patrimoine mondial, on rajoute si on a des actions en France, aux États-Unis, mais si on rajoute son 401k, qui est quasiment plein au moment de sa retraite, on peut atteindre finalement les 2 millions de dollars. Et là, on peut se retrouver dans une situation où l'exit tax va s'enclencher, ce qu'on appelle l'expatriation tax. Et là, pour le fisc américain, c'est comme si on liquidait ses plans de retraite. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas toucher ces retraites légalement, c'est-à-dire que vous n'avez pas atteint l'âge de 59 ans, on va pouvoir vous dire, notamment, surtout c'est le cas des IRA, payez votre impôt maintenant. Parce que pour nous, c'est comme si vous liquidiez vos actifs. Donc, quand on liquide ses actifs, dans le cas de l'exit tax, l'expatriation tax aux États-Unis, on doit payer l'impôt comme si on touchait tout d'un coup. Donc, faites attention à cette notion-là de cover d'expatriate. Et au-delà de cela, quand on est cover d'expatriate, vous allez aussi, d'une certaine façon, potentiellement punir vos enfants si eux décident de rester vivre aux États-Unis et qu'ils conservent leur carte verte ou leur passeport. C'est-à-dire que pour toutes les donations futures qu'ils vont percevoir de vous en tant que cover d'expatriate, ils feront l'objet d'une taxation aux États-Unis sans bénéficier des abattements classiques à part les 17 000 dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est résident américain, on peut donner jusqu'à 12 920 000 dollars, donc il y a de la marge. Dans le cadre de ces successions, entre donation et succession, sauf que quand on est cover d'expatriate, on a rendu son passeport américain et qu'on est dans le cas du cover d'expatriate, et ben, on se retrouve à devoir payer un impôt et c'est les enfants qui vont le payer. Donc attention à cette notion-là, il ne faut pas m'y attarder parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais prenez bien en compte de toutes les conséquences fiscales que ça peut générer si demain, certains d'entre vous, voulez rendre votre passeport américain, votre carte verte au moment de votre retraite, étudiez bien en amont les conséquences fiscales que ça peut avoir au niveau de l'exit tax, mais également au niveau de la succession et donation future de vos enfants. Au niveau des successions des retraites classiques, il faut savoir, c'est que si demain, il vous arrive quelque chose, vous n'êtes plus là. Du côté français, les plans d'épargne retraite font l'objet d'une taxation sur les successions, dans le cadre des plans de retraite. Donc, en fonction de l'âge qu'on a, il y a une taxation sur les successions que vous avez à gauche, en fonction si on décède avant ou après 70 ans. On a une taxation dans l'impôt sur les successions et donations en France. Du côté américain, les plans de retraite rentrent dans le patrimoine de succession. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave, on a 12 920 000 dollars. Mais là où il faut faire attention, c'est que les plans de retraite, notamment ce qu'on appelle les traditional plans de retraite, 401k traditional, non, les 401k traditional ou 401k
IRA traditional, ils ne font pas l'objet de step-up. Alors, quelle est la notion de step-up? C'est, vous savez, quand vous avez une succession, quand vous percevez un bien, par exemple, un actif au moment des successions, on réévalue la valeur du bien à la valeur de marché au moment des successions. Demain, j'ai un bien immobilier que mes parents ont acheté 500 000, j'en hérite au moment de leur décès et ça vaut 1 million, je le revends le lendemain, je ne paie pas d'impôt sur le revenu aux États-Unis parce que j'ai réévalué mon coût d'acquisition, considère que c'est la valeur de marché au moment où j'en ai hérité, 1 million. Pour les plans de retraite, on n'a pas cette réévaluation. Ça veut dire que si vous avez un 401k, un 401k qui a pris beaucoup, beaucoup de valeur, et ben en fait, on va considérer que c'est comme si c'était toujours, vos enfants vont être considérés comme si c'était eux qui avaient cotisé dès le départ. Donc, ils seront taxables dès premiers dollars au moment de la succession. Donc, attention, ça peut aussi avoir une conséquence fiscale, hein, dans la planification également patrimoniale, de se dire, est-ce que parfois c'est pas mieux d'avoir un Roth qui, lui, ne fait pas l'objet d'une taxation au moment des retraites versus un traditionnel. Donc là aussi, faites attention à cette notion-là qui peut avoir un impact. Enfin, je vais conclure au niveau des formulaires. Les formulaires, vous en avez plusieurs à connaître. Le 8833, c'est quand on applique la convention fiscale, même si ce n'est pas obligatoire de le faire dans le cadre précis de la retraite. 8938, dans le cadre de la FATCA, hein, c'est un formulaire fiscal quand vous dépassez un certain niveau de seuil où il faut déclarer vos actifs financiers, sont considérés comme des actifs financiers, les plans de retraite à caractère complémentaire. Pas ceux qui sont à caractère obligatoire, mais les plans de retraite étrangers à caractère complémentaire. Donc, si vous avez aujourd'hui des plans de retraite comme des PER, attention, il faut les déclarer dans ce formulaire-là si vous dépassez les plafonds de ce formulaire-là. Également les BAR, vous avez des plans de retraite qui sont aujourd'hui auprès des institutions financières en France, il faut les déclarer dans ce formulaire-là. Et enfin, du côté français, quand vous serez non-résident, vous toucherez vos retraites, il faudra faire une déclaration de résident ou non-résident, mais dans le cadre d'un non-résident, 2042, vous allez déclarer vos retraites dans le 2042, et dans le 2041E, qui est un formulaire très important à remplir, vous allez donner toutes les retraites qui ont été assujetties à une retenue à la source, pour permettre au fisc français de savoir qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui est au-dessus ou pas des 20%, comme je vous évoquais tout à l'heure. On a un centre des impôts des non-résidents dont on dépend aujourd'hui, hein, dont je donne l'adresse, qui est à Noisy-le-Grand. Et ça, c'est le centre pour lequel on dépend actuellement. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, comme l'a évoqué Romain. Nous sommes là pour faire des déclarations fiscales, à la fois du côté français et américain. Et donc, on est là également pour vous conseiller. Nous avons des bureaux un peu partout aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à vous référer à notre site Internet en fonction de l'endroit où vous habitez pour nous contacter et nous joindre. Voilà, merci beaucoup. Je passe la main à Monsieur Alexandre et comme ça, après, on répondra à vos questions-réponses à la fin du webinaire. Alexandre, c'est à toi. Merci Olivier. J'en profite le temps qu'Alexandre revienne pour dire surtout, n'hésitez pas à regarder dans le Q&A. On a répondu à plein de questions. Donc, la réponse est sûrement là. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y répond par écrit ou à l'oral à la fin de la présentation. Alexandre, la parole est à toi. On voit ton partage, c'est magnifique. Parfait, merci beaucoup. On va finir aujourd'hui sur les stratégies patrimoniales en étant français ici aux États-Unis. Qu'est-ce qui peut être à notre disposition? Avant qu'on s'entre dans le vif du sujet, quelques mots sur notre cabinet. On est maintenant une équipe de 19 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leur problématique financière. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Si vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Lançons-nous dans le vif du sujet. Parlons de stratégie patrimoniale. Ce que vous allez voir tout d'abord à l'écran, c'est une stratégie patrimoniale classique à la française. Comme nous sommes français, on va avoir une façon de penser, on va dire, stratégique et patrimoniale qui va s'exporter de la même manière, peu importe où on est dans le monde. Et dites-moi, ou en tout cas, essayez de voir si vous reconnaissez dans cette stratégie-là. C'est le point numéro 1. En phase d'accumulation, quand on travaille, on a potentiellement la capacité d'épargner, d'investir, de se diversifier, d'accumuler un maximum de richesses possible. Et le jour où on part à la retraite, on va essayer de vivre des revenus de ce patrimoine. Et puis, ce qui restera sera donné à la génération future. Entre-temps, on aura pu s'organiser un petit peu d'un point de vue fiscal pour faire du démembrement, etc. Mais grosso modo, si on achète un bien immobilier, qu'on a repayé
les prêts immobiliers, on va se retrouver rentier de ces revenus-là. On va garder le bien, on va essayer d'augmenter les loyers chaque année pour faire face à l'inflation. Et puis, on espère que cette stratégie puisse durer le reste de notre vie et puis ce qui restera passera à la génération future. Je pense que vous me suivez un petit peu de cette manière de penser. Il faut savoir que c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Nous n'avons pas d'autre alternative, mais que si le but du jeu dans ce cadre-là, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine, je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont en France, qui sont retraités en France, qui touchent la sécurité sociale française américaine, enfin juste française, pas américaine, puisqu'ils n'ont pas fait leur carrière aux États-Unis, mais française, et qui ont un petit peu de financier immobilier pour pouvoir avoir des complémentaires de revenus et vont faire ça pour le reste de leur vie. La problématique, c'est que si l'objectif, c'est garder le style de vie, ça va être extrêmement compliqué. Ça veut dire également que si vous gardez ce carcan d'accumulation de richesses, vivre des revenus, et que vous êtes ici aux États-Unis, ça va également être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on part à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques. Les 5 majeurs que vous pouvez voir à l'écran, alors j'ai mis 4, mais j'ai mis des alinéas. Donc les 5 majeurs sont 1, la longévité. Alors c'est pour ça qu'on met une stratégie en place, normalement la française, de juste vivre des revenus, parce qu'on peut, et on a peut-être l'opportunité de vivre 20, 30, 40, 50 ans à la retraite. Et donc nous devons garder le cap et la capacité de pouvoir générer ces revenus pour le reste de notre vie. Mais évidemment, plus on va être en vie, et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques. Parce que si on est en vie pendant 30, 40 ans, les impacts, par exemple, de la volatilité, de l'inflation ou d'autres, va être démultipliés. Venons-en. Deuxièmement, c'est l'inflation. Il y a encore 2-3 ans, l'inflation, on ne la sentait pas énormément. À l'heure actuelle, on la sent. Évidemment, quand on va au restaurant, on sent la note est beaucoup plus importante qu'il y a encore 4-5 ans. Évidemment, si on veut faire face à l'inflation, il va falloir que nos revenus puissent faire face à cela pendant le reste de notre retraite. Troisièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'on est un bas historique au niveau de la fiscalité. Au fédéral, nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. Nous étions à 39,6% il y a 4 ans. À 70% dans les années 70, nous étions à 93% dans les années 30-40. Historiquement, on est dans un bas historique au niveau de la fiscalité ici aux États-Unis. Avec la dette galopante que nous avons ici aux États-Unis, un jour, potentiellement, on va pouvoir, le gouvernement américain va peut-être se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir des rentrées supplémentaires pour pouvoir faire face, à la dette galopante, mais également au vieillissement de la population et les besoins nécessaires en termes de Social Security et Medicare, etc. Et donc, on peut s'attendre à une augmentation des impôts qui aura un impact, évidemment, sur le net et notre capacité à garder notre style de vie. Dernièrement, j'appellerais ça la volatilité. C'est le risque que l'on va prendre à générer ces revenus. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'ordre des rendements. Tout simplement, un crash du marché financier immobilier à l'âge de 92 ans aurait beaucoup moins d'impact qu'un crash à l'âge de 62 ans. Il faut savoir que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il y avait une problématique à ce moment-là, que ce soit un crash du marché financier immobilier par exemple, comme en 2008, eh bien évidemment, même si on a pu être le meilleur gestionnaire pendant les 30 premières années, si c'était le moment venu où la plupart de notre patrimoine est dans notre bien immobilier et par exemple en 401K et qu'on prend une claque à ce moment-là, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir garder le style de vie. La question à se poser, quel que soit votre âge, c'est comment puis-je dès maintenant pouvoir potentiellement réduire le risque de l'ordre des rendements dans ces 10 années qui sont les 10 années les plus complexes de la planification financière. Et on va voir ensemble qu'on a des solutions. Et dernier point, c'est le risque en lui-même. Pour pouvoir générer un revenu avec une probabilité de succès élevée, on a cette recherche, cette compagnie qui s'appelle Morningstar qui a fait un white paper et qui s'est posé la question, quel pourcentage de mes revenus, de mon patrimoine, puis-je prendre pour pouvoir avoir un niveau de succès qui est, on va dire, acceptable. Pour avoir 99% de chances de succès, on est autour, à l'heure actuelle, des 3,8%. On était à 2,8% il y a 2 ans, mais avec l'augmentation des taux d'intérêt, on est maintenant à 3,8%. C'est-à-dire que pour chaque $1 million qu'on a de côté, par exemple dans un 401k, il ne faudrait pas prendre plus de 3,8% de rendement annuel pour vivre dessus, donc $38 000 pour avoir 99% de chance de succès. Si on augmente ce revenu qu'on va avoir de notre 401k par exemple, ou nos revenus financiers, eh ben, on va réduire la probabilité de succès. Et autour des 6%, on est sur une probabilité de succès à autour de 70%. Donc, si on est confortable potentiellement à se dire je mets en place une stratégie patrimoniale où je vais prendre 6% par an, ben, on a 30% de chance de pouvoir ne pas réussir dans notre stratégie patrimoniale. L'allégorie que je donne souvent, c'est si vous avez un vol pour Paris et que vous n'avez que 70% de chance d'arriver à destination,
est-ce que vous prenez le vol? C'est exactement la même problématique qu'on va se poser avec vos propres finances. Et donc, c'est pour ça que généralement, la plupart des gens vont peut-être s'asseoir sur un taux de ce qu'on appelle un residual rate qui soit confortable, mais qui ne pourra pas potentiellement garder le style de vie. Et à cause de ces 5 risques majeurs, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie dans une stratégie d'accumulation et juste vivre des revenus du patrimoine derrière. Les autres 15 risques sont, par exemple, l'augmentation des coûts de la santé, les problématiques de sérénité, etc., qui, évidemment, ajoute de la pression au quotidien sur la capacité d'avoir ces revenus pour le reste de notre vie. La chance et l'opportunité que nous avons, c'est de pouvoir être ici résident fiscal américain aujourd'hui. Et on va pouvoir changer la donne drastiquement. Parce que l'opportunité que nous avons, c'est un, résident fiscal américain, et en plus, on n'a pas besoin d'avoir de visibilité sur combien d'années on va rester aux États-Unis. Parce que la réalité, c'est que si vous repartez dans 3 mois, dans 3 ans, dans 20 ans, ou jamais, vous avez l'opportunité de rentrer dans une stratégie alternative sur laquelle il faut comprendre les possibilités qui sont à notre disposition et de changer complètement la donne sur l'impact que ça va pouvoir avoir à la retraite. Les impacts sont sur votre droite, ça va vous permettre de générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession, peu importe où vous allez habiter dans le futur et vos actifs sont situés. On va voir exactement aujourd'hui comment on va pouvoir le faire. Eh bien, simplement, il s'agit de comprendre qu'en plus de cette stratégie à la française qui s'appelle en anglais probability based, on va rajouter 2 stratégies patrimoniales qu'on appelle une stratégie de flooring et une stratégie de bucketing. Ce sera la combinaison de ces 3 stratégies qui fait que chaque dollar qu'on a pu, ou euro qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu investir, va pouvoir s'organiser de manière optimale et ainsi d'augmenter vos revenus, prendre moins de risques, payer moins d'impôts, tout en assurant la succession. Commençons par cette stratégie de flooring. Flooring, c'est-à-dire que c'est la compréhension que dans notre vie, nous avons 2 types de dépenses. Nous avons les dépenses de base, du quotidien, sur lesquelles on a besoin pour se loger, se vêtir, se nourrir. Et ce chiffre est très personnel. Ça peut être pour une certaine personne 2 000 $ par mois, 4 000 $ par mois pour une autre, 10 000, etc. Chacun a un chiffre qui, si ce chiffre ne rentre pas tous les mois, ça va être extrêmement compliqué. Et si ce chiffre-là, vous pouvez faire en sorte que quand vous êtes à la retraite, vous avez ce revenu garanti pour le reste de votre vie pour vos dépenses de base. Imaginez que vous avez besoin de 5 000 $ par mois pour vraiment voir les choses venir et que vous avez 5 000 $ par mois qui rentrent de manière complètement garantie pour le reste de votre vie. Maintenant, vos autres revenus potentiels seront pour justement le paycheck, le fun money, les voyages, les enfants, les petits-enfants, de pouvoir se faire plaisir au-delà de ces revenus garantis. Mais l'idée de cette première stratégie, c'est de faire en sorte d'avoir des revenus garantis pour nos dépenses de base. Et on va voir quelles sont les sources de revenus à notre disposition pour pouvoir le faire. Maintenant qu'on a pu gérer ça, on va pouvoir mettre en place une stratégie maintenant de bucketing pour ce fun money. Bucketing, c'est la compréhension que quand on part à la retraite, on ne part pas à la retraite et c'est qu'une seule phase de retraite. On ne dit pas, j'ai une phase d'accumulation et puis après je vais à la retraite et il n'y a qu'une seule phase. La réalité, c'est que quand on part à la retraite, on va passer par 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle les go-go years. C'est là où on a la santé, la mobilité, on a de l'argent, on vient d'arrêter de travailler, on veut se faire plaisir, on veut voyager, on veut vraiment s'adonner à notre passion, à notre purpose qui nous fait avancer maintenant qu'on a plus de temps et qu'on a la possibilité de pouvoir le faire. Et je touche du bois et j'espère que cette période pour vous dure le plus longtemps possible puisque ça veut dire que vous allez continuer à avoir la santé et la capacité de pouvoir dépenser cet argent-là. Puis doucement, mais sûrement, on va passer par une deuxième phase qu'on appelle les slow go years. On va perdre en mobilité, en motricité, potentiellement à ce titre dépenser un peu moins d'argent parce qu'on va se replonger dans les livres ou dans Netflix. Et malheureusement, la dernière phase de notre vie, c'est ce qu'on appelle les no-go years. Les pépins de santé vont se développer. On va commencer à être de plus en plus alité et les besoins liés en termes de coûts de santé et également en termes potentiellement successoraux à terme pour laisser peut-être quelque chose derrière vont augmenter drastiquement. Donc, c'est comme si à la retraite, on passait par 3 phases et comme si c'était une courbe du sourire en termes de dépenses. On va d'abord dépenser pas mal d'argent dans les go-go years, puis un peu moins dans les slow-go et un besoin d'argent nécessaire également dans les no-go years. Et donc, si on peut dédier certains actifs à certaines phases de notre vie, on va pouvoir être beaucoup plus granulaire sur la manière dans laquelle on va pouvoir dépenser notre argent. Parce que imaginez qu'on prenne 2 phases, la première phase go-go, slow-go et une deuxième phase slow-go, no-go, qui serait par exemple les 20 premières années de notre retraite et 20 plus derrière. Et bien, si maintenant on a pu assurer la fin de vie avec un certain montant d'argent et une certaine classe d'actifs pour pouvoir le faire, maintenant, on va se retrouver avec un nombre d'années défini, les premières 20 années, et un montant d'argent défini dans cette période-là qu'on va pouvoir maintenant se permettre
avoir ce qu'on appelle le permission slip, de pouvoir dépenser jusqu'à zéro, parce que nous avons un montant d'argent défini, un nombre d'années défini pour pouvoir le faire, au lieu de simplement se préparer pour la retraite pour un nombre d'années indéfini, et donc à ce titre, juste vivre des intérêts du patrimoine. Si nous nous préparons de manière optimale, on va pouvoir être beaucoup plus granulaire et unleash toutes les capacités patrimoniales qu'on va pouvoir derrière. Rentrons dans le vif du sujet. Pour cette partie de flooring, nous avons 5 sources de revenus potentiels. Premièrement, c'est la sécurité sociale française. Deuxièmement, c'est les complémentaires de retraite françaises qu'on a vu avec Philippe. On a troisièmement les sources de retraite américaines. Quatrièmement, on a ce qu'on appelle les Defined Benefit Plans. Ce sont les pensions. Si vous avez encore la chance d'avoir un employeur qui a prévu des revenus garantis pour le reste de votre vie, il y en a encore 13% des employeurs qui offrent ça ici aux États-Unis. C'était encore le cas à hauteur de 60% dans les années 60. C'est encore la chance d'avoir un employeur qui va avoir des revenus garantis pour un revenu, tant mieux. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle les annuities. C'est la capacité de manière personnelle de pouvoir, à travers des compagnies d'assurance, pour avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. On peut faire ça sur notre vie unique, mais également sur le conjoint et la conjointe pour assurer des revenus garantis à vie. La somme totale de ces 5 sources de revenus va de manière optimale pouvoir combler vos dépenses de base. Si maintenant votre chiffre c'est 5 000 $ ou 10 000 $, peu importe le chiffre qui est confortable, si vous avez des revenus maintenant garantis grâce à ces 5 sources, vous allez pouvoir déjà souffler et vous dire, OK, quoi qu'il arrive, j'aurai ces revenus garantis à vie. Maintenant, pour le reste de mes finances, regardons comment on va pouvoir optimiser la chose et on va passer dans la stratégie de bucketing. Pour finir là-dessus, parlons un tout petit peu de ce que c'est qu'une annuities. Il y a 2 grands types pour pouvoir générer des revenus garantis. Il y a ce qu'on appelle les Variable Income Annuities et il y a également ce qu'on appelle les RILA, ou Buffered Annuities with Income Rider. Je vais juste vous en présenter une aujourd'hui, juste pour l'exemple. Alors, ce sont des contrats sur 6 ans où on est 100% investi, par exemple, sur un index, qui est ici le S&P 500, dans mon exemple. On a la capacité de rester très agressif, 100% equity, 100% agressif, quelle que soit notre tolérance au risque, parce que avec ce type de contrat-là, on va avoir un niveau de protection en cas de baisse. Donc, au lieu de tirer avantage de la théorie moderne du portefeuille, de diversification, d'utiliser plusieurs classes d'actifs, on va être très agressif et on va pouvoir se permettre de rester agressif parce que cette compagnie d'assurance, à travers cet instrument-là, va nous protéger en cas de perte des marchés. Et donc, ce sont des contrats sur 6 ans, renouvelables indéfiniment, et sur lesquels on va choisir un niveau de protection en amont, qui peut être par exemple moins 10%. Donc, c'est-à-dire que si à l'issue des 6 ans, le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines, ont perdu 9%, on n'a rien perdu. S'il a perdu 11, on n'a perdu que 1. S'il a perdu 22, on a perdu 12. Vous avez, les premiers 10% en cas de perte seraient protégés. On peut également prendre 20% ou même 100% sécurisé. On ne peut pas perdre sur le montant qu'on va investir si on reste pendant ces 6 années, à l'issue des 6 ans. Même s'il y a une baisse de 90% des marchés financiers, nous n'avons rien perdu avec une sécurité à 100%. On choisit dès le départ le niveau de sécurité sur lequel on est confortable. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de moins 10%, parce qu'il faut également garder en tête que le marché financier, le S&P 500, n'a jamais perdu plus de 20% en 6 ans, et que celui-ci a perdu 18% l'année dernière. Donc, on peut potentiellement se dire, je suis plus ou moins confortable avec le niveau de sécurité que je vais choisir en amont. De l'autre côté, maintenant, si le marché finit en hausse à l'issue des 6 ans, on va avoir un booster de rendement à la hausse qui, dans ce cas présent, ici à l'heure actuelle, où je vous parle, on est à 135%. C'est-à-dire qu'on a un booster de rendement de 1,35 fois l'augmentation du S&P 500 illimité dans sa capacité si le marché à l'issue des 6 ans a pu être positif. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? On va avoir la possibilité de rester agressif à hauteur de 100% au lieu de réduire le risque parce qu'on arrive de cette zone fatidique qui sont dans les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite. Et de manière par défaut, pour pouvoir gérer ce risque de l'ordre des rendements, on augmente la valorisation des obligations au niveau du portefeuille pour réduire la volatilité. Là, nous n'avons pas le besoin de le faire puisqu'on a une gestion du risque qui est réalisée par le niveau de sécurité que la compagnie d'assurance va nous donner. Et à l'inverse, si le marché finit en hausse, on prend 135% de l'augmentation des marchés illimitée. À cela, sur ce châssis-là, on va pouvoir ajouter un rider,
ce qu'on appelle un income rider, qui fait que plus vous allez attendre et plus vous allez avoir sur le montant final que vous allez avoir, un revenu garanti pour le reste de votre vie. Un exemple, si vous commencez par exemple à l'âge de 58 ans, vous rentrez dans cet instrument-là et vous souhaitez avoir des revenus à l'âge de 64-65 ans, vous pourriez avoir des revenus proches de 7,5 à 8% garantis pour le reste de votre vie sur ce montant d'argent qui a été accumulé. C'est historiquement extrêmement élevé. On n'a pas connu ce type de garantie depuis maintes et maintes années. Et cela s'explique par le fait que les taux d'intérêt soient élevés. Et c'est extrêmement intéressant de tirer avantage de ce type d'instrument-là quand les taux d'intérêt sont élevés. Donc, je vous invite déjà, si vous avez des 401K à l'heure actuelle d'anciens employeurs, que vous pouvez maintenant roll over dans un IRA, un Individual Retirement Account, quel que soit votre âge, des solutions de ce type-là sont à envisager pour pouvoir à la fois réduire le risque, booster les rendements et réduire les frais. Et je vais conclure notre conversation d'aujourd'hui avec la stratégie globale qui va prendre en considération à la fois la stratégie de flooring et la stratégie de bucketing. Alors, dans ce cadre-là, commençons par la stratégie à la française. Je vais assumer un certain nombre de variables, puisque l'objectif, c'est de vous montrer la différence entre une stratégie pure à la française et le fait que vous avez l'opportunité aujourd'hui d'être résident fiscal américaine pour changer la donne de manière positive pour le reste de votre vie. Et ça commence aujourd'hui. Hein, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui pour déjà être en position de force le jour où vous allez à la retraite. Si vous êtes déjà retraité, il y a encore la possibilité de pouvoir le faire, mais le plus jeune, le mieux, évidemment. On va assumer qu'on a accumulé un certain montant de patrimoine qui équivaut à 100% du patrimoine. Je vais prendre dans mon exemple 1 million de dollars accumulés et diversifiés. Ça peut être en immobilier, en financier, en 401k, en cash. J'ai des parts dans un business, etc. Je vois un certain montant qui équivaut à 1 million de dollars. Peu importe, ça peut être 500 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. Ça revient au même. On a accumulé un montant de patrimoine et on est prêt à prendre cette retraite. Et dans une stratégie à la française classique, on a accumulé de la richesse. On va vivre des revenus de son patrimoine. Je vais assumer 5% de rendement et 20% d'impôt. Ça veut dire 4% net. Donc, sur la base d'1 million, on va générer 40 000 dollars de revenus. Et on va faire ça pour le reste de notre vie. Si on a un peu d'immobilier, on va essayer d'augmenter les loyers pour faire face à l'inflation. Mais voici cette stratégie à la française classique d'accumulation de richesse et de vivre de ses revenus de son patrimoine. On a vu qu'à cause des 5 risques majeurs, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. La première, c'est la longévité. Deuxièmement, c'est l'inflation. Troisièmement, c'est la taxation. Et quatrièmement, c'est le risque en lui-même qui va mettre tellement de pression au quotidien que cette stratégie-là que vous voyez à l'écran va être extrêmement compliqué de devoir garder le style de vie avec ces 20 risques majeurs qui vont nous faire face au quotidien. Voici l'alternative que nous avons et à explorer le plus rapidement possible. Au lieu d'avoir 1 million de dollars ici, l'idée c'est d'avoir que 800 000 dollars et d'avoir un autre actif ici de 200 000 dollars, ce qui fait que j'ai toujours 1 million de dollars, mais celui-ci va avoir des caractéristiques complètement différentes que les autres actifs. Et c'est pour ça que celui-ci n'est pas en haut dans la ligne jaune, mais se retrouve de manière non corrélée au reste. Cet actif, c'est un contrat d'assurance vie ici aux États-Unis qu'on appellerait WALI, Wealth Accumulation Life Insurance. Et celui-ci détient à la fois une épargne et en plus une assurance décès dans le même instrument. Dans une assurance vie à la française classique, nous avons juste une épargne qui, potentiellement à terme, va nous permettre d'avoir certains avantages fiscaux en cas de décès sur ce montant-là. Là, on va avoir à la fois une épargne et en plus un death benefit. Donc, cette épargne est ce qu'on appelle la cash value. Et en plus, en cas de décès, on va avoir un montant supplémentaire qui va être donné à nos bénéficiaires en cas de décès, avec également des avantages fiscaux, puisque c'est un instrument qui va être tax-free au niveau, donc c'est de l'argent qu'on met après impôt, comme s'il était à la banque, et dès qu'on met $1 dedans, celui-ci ne sera plus jamais taxable pour le reste de notre vie, peu importe où l'on vit, peu importe où on va utiliser cet argent quand on va l'utiliser de manière optimale. Et l'assurance décès, elle pure, passe également défiscalisée, même et surtout en cas de retour en France. Vous pouvez utiliser cet instrument-là et garder les avantages fiscaux. En cas de décès à l'âge de 65 ans, enfin disons, on prend la retraite à 60 ans, peu importe, ça peut être 60 ans, 65 ans, 55 ans, on prend la retraite et en cas de décès, donc on a 200 000 dollars qu'on peut utiliser durant notre vie et en cas de décès, il y aurait 500 000 dollars qui va continuer également à augmenter, plus l'épargne va augmenter. Stratégiquement parlant, cet instrument-là,
va avoir 3 caractéristiques majeures. Un, il va nous permettre de faire face à l'inflation en termes de rendement interne. Il va y avoir un certain nombre de garanties à l'intérieur qui fait qu'il est garanti d'augmenter. Il n'y a aucune année négative. Celui-ci augmente chaque année. Et en plus, il a des avantages fiscaux tax-free pour le reste de notre vie et l'utilisation de notre cash. Donc, comme il a ces 3 caractéristiques, on va pouvoir orchestrer notre stratégie patrimoniale de manière complètement différente. Et donc, à ce titre, je vais créer 2 phases. Je vais créer une phase des go-go-slogo et une phase des slogo-no-go. Donc, je vais prendre 20 ans, par exemple, entre 60 et 80 ans, on va appeler ça les go-go-slogo years, et 80 ans plus, on va appeler ça les slogo-no-go years. Eh bien, si stratégiquement parlant, je ne touche pas à ce Wally, que je peux toucher à tout moment, et si je ne touche pas, il va doucement mais sûrement augmenter et arriver sur les niveaux d'environ 550 000 $ ici de cash value disponible, et en cas de décès, 750 000 $ tax-free qui partirait à la génération future. Comme j'ai la garantie d'avoir cet argent-là pour tranquillement finir mes vieux jours tax-free, et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free au lieu d'1 million de dollars taxables, eh ben, je vais pouvoir avoir la liberté d'esprit de pouvoir utiliser ces liquidités-là de manière complètement différente que de vivre uniquement des intérêts. Parce que comme j'ai comblé la problématique de la fin de vie avec des liquidités disponibles pour tranquillement finir le jour et d'assurer la succession, maintenant, ces 800 000 $ ici, j'ai la permission de dépenser à la fois le capital et les intérêts au lieu de vivre uniquement des intérêts. Et ça va complètement changer la donne. Pourquoi? Déjà, en termes de revenus. Faisons les maths ensemble. J'ai 800 000 $ divisé par 20 ans. Sur le capital, je prends donc 1/20 chaque année. C'est-à-dire que juste sur le capital, je vais prendre 40 000 $ par an. J'ai assumé que sur ce capital-là, je vais générer 4% net de revenus. Donc, la première année, basée sur 800 000 $, je vais générer 32 000 $ d'intérêt pour un total de revenus de 72 000 $ comparé à 40 000. Sur les 20 premières années, j'aurais généré 40 à 60% d'augmentation de mes revenus et ainsi, j'ai complètement annihilé la problématique de l'inflation au niveau de ma stratégie patrimoniale. Peu importe où j'habite, peu importe où mes actifs sont situés, comme je vais pouvoir amortir, c'est-à-dire vendre petit à petit ces actifs, je n'aurai plus de revenus taxables de ces actifs et ainsi, je vais pouvoir être dans une situation où je vais avoir beaucoup plus de revenus. Mais également, au niveau de la fiscalité, je vais payer beaucoup moins d'impôts. Dans la stratégie numéro 1, la différence entre 50 000 et 40 000, j'aurais payé 10 000 $ en impôts pour le reste de ma vie. Alors que la stratégie numéro 2, je pars déjà sur une base de 8 000 $ au lieu de 10 000. Puis à la moitié, j'ai plus que 4 000 à payer. Puis après, j'ai plus d'impôts à payer et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Donc, faisons les maths. Sur les 20 premières années, sur la stratégie numéro 1, 20 fois 10 000, j'aurais payé 200 000 $ en impôts dans la stratégie numéro 1. Dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne qui est 4 000, j'aurais payé que 80 000 $ d'impôts. J'ai réduit sur les 20 premières années de 60% l'impact fiscal. Et après cette période de 20 ans, dans la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer 10 000 $ par an, alors que dans la stratégie numéro 2, j'aurais plus jamais $1 à sortir. Donc la problématique de la taxation, même si elle augmente petit à petit, sera complètement annihilée de plus en plus. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Déjà, au lieu d'avoir 100% à risque, je n'ai que 80% à risque. Et les premiers actifs que je vais dépenser ici, c'est les actifs les plus risqués pour pouvoir me retrouver en situation complètement sécurisée. Et donc, petit à petit, j'ai réduit également le risque en lui-même de la stratégie. J'aurais pris beaucoup moins de risques tout en augmentant également mes revenus en parallèle. Petit à petit, j'ai annihilé le risque également de la stratégie en elle-même. Le dernier point, donc déjà ce que j'ai pu accomplir avec cette stratégie de bucketing, c'est déjà plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer ma succession. Et je vais conclure avec la stratégie, évidemment, de flooring. Donc au lieu d'avoir 800 000 $ ici, j'aurai 600 000 $ dans l'ensemble de ces actifs et j'aurai un autre 200 000 $ ici qui sera maintenant potentiellement utilisé grâce au 401k, au compte de retraite qu'on aura transféré dans un IRA et utiliser ces annuities. Et avec cela, donc si je compte par exemple la sécurité sociale française et américaine, on va dire qu'on va avoir un chèque, disons, autour des 35 à 40 000 $, on va dire 40 000 $ dans son cumul, plus on va dire que j'ai accumulé 200 000 $ sur lequel je vais avoir par exemple du 7% de rendement garanti à vie, donc sur la base des annuities. Et sur la base de ces 200 000 $ à 7%, ça me fait 14 000 $ par an garantis à vie pour un total de la sécurité sociale plus les annuités de 54 000 $ à vie pour le reste de ma vie. Et donc, cette problématique de paycheck, si l'objectif, c'est d'avoir à peu près 54 000 $ par an qui rentrent de manière garantie pour le reste de notre vie, maintenant, on va avoir le paycheck
qui sera pris en considération pour le reste de notre vie, quoi qu'il arrive. Et maintenant, cet autre argent, ces 600 000 dollars, sera le fun money, ce play check qu'on va pouvoir complètement se faire plaisir, aller voyager, de pouvoir commencer aussi à faire des donations en amont, puisqu'on aura maintenant plus de revenus pour pouvoir avoir sur les premières années. Ça ne vous oblige pas maintenant à être bloqué et se dire ben, je laisserai peut-être quelque chose derrière à la fin. Mais maintenant que vous avez la possibilité d'avoir plus de revenus dans cette période-là, c'est la possibilité également soit d'augmenter votre style de vie, soit de commencer à faire des donations quand les enfants ont plus la trentaine que s'ils avaient la soixantaine, soixante-dizaine lors potentiellement de la succession. Ça vous permet d'être beaucoup plus en contrôle de votre stratégie, d'avoir plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession. C'est une stratégie qu'on appelle 60-20-20 et je vous remercie pour votre attention. Merci Alexandre. Ouais, tu peux laisser ton QR code encore quelques secondes. On a largement dépassé, mais c'est un sujet qui est très dense, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'Alex, il parle beaucoup, très vite, Il mais il parle a beaucoup de choses à beaucoup. dire. Donc, Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il a beaucoup Exactement. dépassé. Hein, il a beaucoup dépassé. ouais. Exactement. Non. Et c'est vrai que Bon, le sujet est dense. en attendant, on a pu répondre aux questions, donc on n'a pas perdu notre temps, Ouais, Alexandre, t'inquiète ouais, pas. ouais. On a essayé de répondre à des questions dans le Q&A. Donc, Vous avez Super. fait du bon boulot dans le Q&A, donc très bien. Alors, j'avais reçu quelques questions par email précédemment, donc on va essayer de répondre aussi aux gens qui ont pris le temps de nous écrire à l'avance. Et si jamais vous voyez certaines questions, parce qu'on a reçu tellement de questions, si vous voyez quelques questions qui voilà, valent le coup ou qui sont d'ordre assez général, n'hésitez pas à me le dire et puis on les prendra. Mais je voulais juste, pour les questions de Michel, qui sont quand même pas mal de questions qui intéressent, je pense, pas mal de monde. Il nous demandait, est-ce que le gouvernement américain paie une partie et le gouvernement français paie une autre partie, ou est-ce que les deux parties sont rassemblées sur un même versement et qui paie sur la banque de quel pays et dans quelle monnaie, quel montant est imposable dans quel pays? Bon, il y a pas mal de questions. Enfin, la deuxième question a déjà été répondue, mais la première, est-ce qu'on peut juste clarifier, c'est chaque pays qui paye la Ouais. retraite? Alors, effectivement, Romain, ça, c'est une légende qui court dans le monde de l'expatriation. Quand on parle de retraite, les gens pensent qu'avec les conventions de sécurité sociale, tout va être payé par un seul pays, un seul organisme. Alors non, chaque pays va payer au prorata de ses années d'activité des revenus dans le pays et va payer dans sa monnaie. Donc la France paiera en euros sur un compte en euros ou un compte en dollars. Si vous faites verser vos retraites en euros sur un compte en dollars, ça sera à vous de gérer la problématique du change et potentiellement les frais de banque. Idem pour la Social Security, elle vous versera votre retraite en dollars. Si vous la faites verser sur un compte en euros en France, vous aurez des frais. Donc, il faut faire attention aux légendes entre guillemets qui circulent. Voilà, il faut aller chercher l'information au plus près. Cette semaine, tu m'as fait suivre un message d'une dame, Micheline. On a échangé, on a continué à échanger. Elle a eu à nouveau des informations qui sont complètement erronées par rapport à la réalité du terrain. Donc faites attention, prenez les informations auprès des professionnels, soit auprès des régimes, soit auprès de cabinets comme le nôtre, parce que faut pas vous contenter de ce que telle ou telle personne vous dit. C'est rarement cohérent. Parfait. On avait une autre question aussi de Michel. Si je décide de revenir en France pour ma retraite, aurais-je le droit à la sécurité sociale? Donc, je suppose, enfin, je sais pas. La Alors, couverture dès que vous êtes, ouais, universelle existe-t-il toujours? alors la couverture, l'assurance maladie en France, pour l'avoir, il faut que vous soyez résident en France. Donc, si votre résidence fiscale est en France, vous avez effectivement la couverture maladie en France, il n'y a pas de souci là-dessus, quelle que soit votre durée d'activité en France, il n'y a pas de problème, vous êtes couvert par la sécurité sociale en France. Si vous rentrez retraité, vous serez couvert. Si vous rentrez aujourd'hui en activité ou sans activité, si vous êtes en activité, vous êtes couvert tout de suite. Si vous êtes sans activité, vous avez 90 jours de carence, mais vous êtes couvert comme toute personne résidente en France. Parfait.
Alors après, on va passer à d'autres questions parce que Michel avait beaucoup de questions, mais c'est intéressant. Est-ce que ça marche toujours le service militaire comme une annuité si on a travaillé Alors, ouais, c'est ça. Euh, Oui, oui, le service militaire. on valide 4 ou 5 trimestres pour la période militaire. On valide aussi des trimestres pour les services militaires en coopération, en VSNE, VSNA. Les VIE également sont également pris en compte en termes de durée, même si ils rentrent pas en compte dans le calcul parce qu'il n'y a pas de cotisation, mais la durée est prise en compte de VIE. Donc toutes ces périodes d'activité militaire ou VIE, VIA sont effectivement des périodes qui peuvent être prises en compte dans la durée de carrière. Parfait. Euh, Michel, ah bah, je vois qu'il avait posé une autre question aussi sur le Wali. Est-ce que c'est soumis à un examen médical, Alexandre? Alors la réponse est oui. En effet, donc il y a des questions médicales qui vont déjà être posées. Il peut y avoir un examen si vous demandez des montants élevés ou si vous avez déjà un certain âge, mais généralement il y a au moins un questionnaire médical. Donc c'est lié à la santé. C'est vrai que en effet, si on regarde en fait l'assurance vie américaine comparée à l'assurance vie française, l'assurance vie américaine est généralement supérieure à l'assurance vie française à la fois son utilisation durant son vivant et d'un point de vue de la succession, mais cela devrait être lié à votre capacité le jour où vous souscrivez à être en une santé qui n'est pas critique, parce qu'en effet, si on a une espérance de vie qui est très faible, liée par exemple à une problématique de santé telle qu'un cancer ou quelque chose, soit et ben, évidemment, ce ne serait pas une possibilité, malheureusement, d'utiliser ce type d'instrument. Et donc, l'assurance française, l'assurance vie à la française, elle, est le dernier recours. Mais en effet, si vous êtes une santé au minimum OK, voire en très bonne santé, c'est absolument un actif, en tout cas, à regarder de près pour pouvoir l'utiliser dans votre stratégie patrimoniale. Parfait. Christine nous demande, que se passe-t-il en cas de double cotisation pendant un certain laps de temps en France à la CFE depuis son départ à l'étranger et à la sécurité sociale américaine? Alors, vous avez 4 trimestres de validés en France, 4 trimestres de validés aux États-Unis. On vous en compte que 4 par an dans une reconstitution de carrière. Par contre, les droits se cumulent, donc vous n'avez rien perdu. C'est une forme d'optimisation. C'était peut-être pas la plus rentable, mais effectivement, ça vous permet de cumuler complètement des droits dans les deux pays. Parfait. Clément nous demande, dans une carrière aux US, France-Luxembourg, y a-t-il une minoration pour la période au Luxembourg, sachant que le Luxembourg fait partie de l'Union européenne? Alors, le Luxembourg fait partie de l'accord européen, donc on ne pourra pas cumuler la période du Luxembourg et la période américaine. Donc, on appliquera la convention de sécurité sociale qui va être la plus favorable à la situation de la personne. La retraite au Luxembourg, c'est à partir de 67 ans. On peut anticiper la période de la perception du Luxembourg à partir de 63 ans, sous condition d'avoir au moins 120 trimestres, 120 mois de cotisation qui peuvent être consolidés, mais effectivement, il faut regarder. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai dépassé les 90 trimestres en France. Toutefois, en tant qu'expatrié depuis 4 ans et self-employer, je ne suis pas certain de cotiser à la retraite américaine. Comment le vérifier? Vous allez sur votre espace personnel sur le site ssa.gov et vous éditez un Full Earning Record. Et sur le Full Earning Record, vous aurez toutes vos années de cotisation à la Social Security Administration et vous pourrez voir si vous avez cotisé. C'est assez facile, hein. Moi, je l'ai fait il Oui, y a oui. quelques Ouais, ssa.gov. ouais, Donc ça, c'est pour la retraite américaine. américaine. Christian nous demande, quelle est la stratégie pour quelqu'un qui a travaillé en France, au Québec et aux États-Unis? France, Québec, États-Unis, c'est 2 conventions distinctes, donc pas de cumul possible entre le Québec, la France et les États-Unis. Ça sera ou France-Québec ou France-États-Unis, ce qui ne veut pas dire que vous ne percevrez pas de pension des 3 pays, mais en tout état de cause, dans votre reconstitution de carrière, on vous appliquera qu'une seule convention. Alors que si vous aviez travaillé en Ontario, on aurait pu faire France plus Ontario plus États-Unis, et ça vous aurait été plus favorable en termes de reconstitution de carrière.
Alexandre, on me pose la question en anglais, donc je ne sais pas s'il faut répondre en anglais. Can you repeat what the acronym WALI means? Thanks. WALI, ça signifie Wealth Accumulation Life Insurance. Alors, Pascal, je vous rassure, tout est enregistré sur French Morning, donc vous pouvez revoir tout ça sur le site. Je vais vous mettre le lien. Et puis, pour tous les gens qui sont encore connectés, vous allez recevoir aussi un mail dans 24 heures avec le replay de notre intervention d'aujourd'hui. Est-ce que le WALI couvre les pilotes privés? Donc, je suppose pilote d'avion. Alors la réponse est oui, c'est une possibilité en effet. Il y aurait potentiellement un supplément pour chaque millier ou million de dollars que l'on a en termes de couverture, puisque c'est une activité à risque. Mais en effet, c'est une possibilité. Pauline nous dit, je cotise à la CFE, mais si je trouve un job aux USA, vaut-il mieux arrêter la CFE? Alors, tout dépend de l'antériorité de votre carrière en France. Il faut regarder. Il faut regarder aussi si vous envisagez de rester à long terme aux États-Unis. Il faut voir aussi votre statut, parce que si vous êtes sous visa, vous pouvez déduire les cotisations à la CFE sur votre fiscalité. Donc, il y a différents points à, à regarder avant de décider. Mais oui, c'est une possibilité, comme celle de continuer peut être aussi une bonne option. Alors, vous parlez de convention, mais quelle convention précisément, Monsieur Sureau? Donc, de la convention fiscale qui a été conclue entre la France et les États-Unis. C'est la convention fiscale, on l'appelle de non-double imposition, qui a été conclue entre la France et les États-Unis. Donc, si vous regardez, elle a été amendée, la dernière date d'amendement date de 2009, notamment, ça concerne les retraites. Donc, convention fiscale franco-américaine de non-double imposition. Donc, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Parfait. Je vais prendre une dernière question et puis après on va clôturer parce que Sinon, on n'est pas couché, hein. on a bien dépassé. Puis Philippe est en France. Non, non, mais pas de souci pour moi. C'est pour vous aux États-Unis, aux US. Il est l'heure d'aller manger. Il y a beaucoup de remerciements et de gens qui disent que cette conférence a été très utile. Allez, on prend Christophe. Si je souhaite vivre à la retraite 6 mois en France et 6 mois aux US, comment ça se passe au niveau assurance maladie? Alors, si votre résidence principale est en France, vous aurez l'assurance maladie en France. Si vous êtes résident principal aux États-Unis, pour avoir une assurance maladie en France, il faut que vous ayez 60 trimestres de validés dans les régimes français. Donc, c'est des trimestres de cotisation acquis par les cotisations volontaires, détachement, des activités indépendantes, salariées ou autres en France. Ça peut être également des trimestres pour enfants, pour les mères de famille. Ça peut être des trimestres des services militaires. Donc, pour conserver une couverture maladie en France tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis, à la retraite, il vous faut 60 trimestres. Et si vous êtes résident en France, il n'y a pas de souci, vous êtes couvert dès que vous êtes résident en France, en tant que retraité. Bon, j'en fais une dernière. Question de Pascal. Peut-on switcher un CEP à un WALI? Oui et non. On ne mettrait peut-être pas forcément un Wally à l'intérieur d'un CEP. Pourquoi? Parce que on perdrait les avantages fiscaux, puisque l'enveloppe fiscale du CEP, et pour rappel, c'est de l'argent que vous n'avez pas encore été fiscalisé, qui est déféré fiscalement, et sur lequel vous aurez de la fiscalité lorsque l'argent sort. Si vous avez la possibilité de mettre un Wally à l'intérieur, qui est la fiscalité, on va dire, inverse, c'est de l'argent qui est généralement après impôt, taxes déférées et tax-free,
à la fois dans l'utilisation et lors du décès, lors de l'assurance décès, ce serait dommage généralement de pouvoir le faire. Il existe des stratégies où potentiellement, quand on met en place des 401K, on a l'option de mettre justement du Wally à l'intérieur du 401K, mais ça s'inscrirait à terme dans une stratégie où on ferait un swap entre des actifs qui, eux, sont en dehors du 401K et qu'on soit prêt à l'intérieur du 401K et on sortirait l'assurance vie à ce moment-là. Donc, pour répondre à la question, la réponse est non. Après, potentiellement, si on est déjà retraité et qu'on commence à sortir de l'argent du CEP, bah, pourquoi pas acheter de l'assurance vie en dehors du CEP, hein, ou potentiellement arrêter des contributions CEP à l'heure actuelle et de prendre la différence. En tout cas, si on avait prévu de mettre, par exemple, 10 000 $ dans un CEP, bah, pourquoi pas utiliser cet argent-là pour acheter, se positionner sur un Wally en dehors du CEP pour un montant équivalent. Bon, promis, c'est la dernière des dernières. C'est un sujet intéressant et c'est pour toi, Olivier. Quand on passe 6 mois en Europe, 6 mois aux US, comment la résidence est-elle définie? Donc, je suppose que ça veut dire résidence fiscale. Voilà. Alors, ça, déjà, ça va dépendre de son statut d'immigration également, hein. Si vous avez le passeport américain, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peu importe où vous habitez, le nombre de jours que vous passez, même si vous passez aucun jour sur le sol américain, vous serez toujours résident fiscaux américain. Après, dans l'endroit où vous allez habiter, alors ça va dépendre bien évidemment du droit interne de chaque pays, mais par exemple la France, on va regarder le nombre de jours que vous passez, mais pas uniquement. C'est-à-dire que si vous avez votre patrimoine qui est essentiellement en France par rapport aux US, si vous avez votre famille, des enfants par exemple qui vivent en France, des mineurs hein, bien sûr, les majeurs ils font ce qu'ils veulent, mais des mineurs qui vivent en France, on va considérer que votre foyer fiscal est français. Donc pour répondre à votre question, on va regarder le nombre de jours que vous dépassez, mais si vous êtes 6 mois, c'est-à-dire que les conventions disent qu'il faut d'habitation permanent est dans chacun des pays, hein, c'est la convention fiscale qui va définir, alors on va regarder où est le centre des intérêts économiques le plus important. Et si votre patrimoine est patrimoine financier et vos revenus sont plus importants aux États-Unis, c'est critères américains qui va prédéfinir. Si en revanche votre patrimoine économique est plus important en France, c'est critère français. Si les deux, on n'arrive pas à définir, le dernier critère qui va définir, c'est le critère de citoyenneté. Si vous avez le passeport français, vous n'avez pas le passeport américain, ce sera le critère français qui va gagner. Si vous avez le passeport dans chacun des deux pays, bah après, ça sera un critère conventionnel, un arbitrage entre les deux pays. Merci tous les trois. On a dépassé de 26 minutes, mais je crois que ça valait le coup. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui nous écoutent encore la semaine prochaine. On va parler immobilier à Los Angeles, pour ceux que ça intéresse. Et je vais rapidement quand même partager mon écran parce qu'on me le demande très régulièrement par email. Frenchmorning.com et là vous avez webinaire, c'est tout en bas du site. Donc vous êtes là, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur webinaire et vous voyez tous les webinaires qu'on a fait dans le passé. Donc vous pouvez voir tous les replays. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur frenchmorning.com pour les replays. Si jamais vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un mail et on fait tout pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci encore tous les trois. À très bientôt. Bonne fête si on ne se revoit pas d'ici là. Merci à tous. Bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt au French Morning. Au revoir. Bye bye.